Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle chronique livre. Très content de vous avoir encore une fois à l'écoute. Cette semaine, je me retrouve un peu dans ma zone de confort parce qu'il sera question d'un livre sur la prise de parole en public. Et je vais en discuter avec un de mes étudiants, quelqu'un qui a suivi ma formation il y a déjà 6 ans. Je l'intègre immédiatement dans la discussion. Vous allez voir pourquoi je l'ai choisi d'ailleurs. Alors, je reçois avec beaucoup de plaisir Patrice Laplante. Qui ne m'entend pas? Ça, c'est un classique. C'est un classique. Le son fonctionne rarement. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Ça va? C'est pas une vraie chronique livre tant qu'il n'y a pas un problème de son au début. Comment ça va, Patrice? Ça va bien, toi? Oui, merci. En direct de Granby? Oui, c'est ça. D'accord. Patrice, on va discuter ensemble d'un livre qui s'appelle Le courage de parler en public et je partage immédiatement la couverture du livre. Alors, le voici. Le courage de parler en public, une vingtaine d'histoires inspirantes pour surmonter vos peurs. Pour surmonter vos peurs parce qu'on dit qu'à peu près 75% des gens souffrent de ce qu'on appelle la glossophobie, qui est la peur de parler en public devant un groupe plus ou moins grand. Par sondage, parfois, lorsqu'on sonde les gens sur leur grande peur dans la vie, la peur de parler en public arrive avant la peur de mourir. C'est un pourcentage qui est quand même incroyable. Et avant de t'intégrer dans la discussion, je disais que je t'avais choisi pour une raison bien précise. D'abord, parce que j'ai l'impression que tu es un représentant dans l'âme, tu as consacré ta vie à ça, tu cumules énormément d'années d'expérience en prospection, vente, service à la clientèle. Tu en as fait une entreprise qui s'appelle PLDC pour Patrice Laplante Développement commercial. C'est simple. C'est ça, c'est exactement. Peut-être principalement les PME à acquérir une nouvelle clientèle. Tu leur montres à prospecter. On parle à ce moment-là du domaine commercial ou industriel. Exact. Mais tu as fait autre chose. Tu as été aussi, entre autres, un maniaque de baseball. Tu as été président de Baseball Québec, région Richelieu et Yamaska. Si je mentionne ça, c'est parce que ce sont des implications où tu as eu à prendre la parole en public. Oui, effectivement. On s'est connus, ça fait déjà 6 ans, là, en 2015, alors que tu as suivi ma formation sur l'art de prendre la parole en public. Oui. Et pourquoi je t'ai demandé de lire le livre de la semaine, c'est parce qu'après la formation, j'ai l'impression que tu as eu la piqûre parce que tu as été très actif dans les Toastmasters. Oui. Toastmasters, nous, pour ceux qui ne connaissent pas ça, de quoi il s'agit? En fait, les Toastmasters, c'est beaucoup. Tu m'entends bien? Oui, ça va. OK. Les Toastmasters, en fait, c'est un endroit, c'est un club de prise de parole en public. C'est un endroit qui nous permet, qui nous donne l'opportunité de prendre la parole dans différents rôles à l'intérieur d'une réunion. Donc, ça peut être pour porter un toast, comme les Toastmasters font. Et oui. Ça peut être de prendre différents rôles, en tout cas, à l'intérieur d'une réunion pour arriver et dire apprivoiser la prise de parole. Suite à ça, là, tu as peut-être une dizaine, tu as différents discours que tu peux faire, des projets de discours. Le premier étant le brise-glace, que tout le monde fait, où ce que là, on parle de soi pendant 5 minutes. C'est habituellement, d'ailleurs, dans le livre, Jean-Pierre Lausier en parle de ce fameux brise-glace-là. C'est vraiment très représentatif de ce que c'est, les mémoires avant, même à l'intérieur de la première réunion. Je veux dire, avant de suivre ta formation, en fait, j'avais été dans des réunions Toastmasters comme invité. Puis à un certain moment donné, je savais qu'il fallait que je me présente. Puis c'était vraiment quelque chose. Là. Les émotions que tu as, la moiteur des mains, le cœur qui palpite, plus capable de suivre la réunion. C'était assez phénoménal, mettons, comme sentiment.
Ouais, moi, j'appelle ça Toastmaster. Je disais pour les toasts le matin parce que c'est souvent dans des déjeuners. Oui, il y en a des clubs le soir, mais moi, on m'avait invité lorsque j'étais à la radio. On disait, hey, viens donc à notre club Toastmaster. C'était dans un Cora déjeuner. Les gens louaient une salle. Et quand je donne des conférences sur la prise de parole en public, les gens me disent, il y a toujours quelqu'un à la période de questions qui dit, qu'est-ce que tu penses des Toastmasters? Je dis, ben, moi, je pense que c'est un centre d'entraînement extraordinaire pour la prise de parole. On va au gym pour se garder en forme, bien, ça, c'est le gym de la communication orale. C'est vraiment ça, c'est là où ça joue. Et j'encourage mes étudiants, après ma formation, ils me disent, bon, c'est quoi la suite? Bien, la suite, c'est d'aller pratiquer. Et toi, tu as pris ça pour du cash, passe-moi l'expression, parce que tu es être dirigeante à un moment donné. Tu n'as pas fondé un club à Granby? Ou... Non, en fait, j'étais dans un club qui était le soir, puis c'était un club qui était un petit peu moribond, honnêtement. Qui n'existe malheureusement plus. Ah non, OK. Puis bien là, d'autant plus avec la pandémie, ça n'aurait pas aidé de toute façon. Ouais. Puis j'ai été j'étais impliqué, comme je m'implique à peu près tout le temps. J'étais VP recrutement. On a fait bien des activités pour essayer de recruter, mais je ne sais pas si c'était une question de timing, une question de moment dans la semaine, ce qu'on faisait, ça n'a pas levé. Mais je sais que le club de matin est encore très fort ici à Granby. Bon. Alors, c'est entre autres pour cette implication-là que je t'ai demandé de lire le livre parce que je sais que c'est un sujet qui t'intéresse. Sinon, tu ne te serais jamais impliqué dans les Toastmasters. Tu n'aurais pas suivi la formation avec moi il y a 6 ans. Alors, le courage de parler en public. Et je veux te faire un aveu, c'est que j'ai souvent des étudiants qui arrivent au premier cours de ma formation avec un livre sur la prise de parole en public. Il y en a des dizaines. Et à chaque fois, je leur demande, est-ce que tu as aimé le livre? Et ils me répondent tous, j'ai lu 2 chapitres, je me suis écœuré, c'est trop théorique. Alors là, j'ai dit, on ne se décourage pas. Les éditions Un Monde différent viennent de publier un livre où ce sont des anecdotes. Et là, j'ai le goût de savoir ce que tu en as pensé. Ben, moi, j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on parle là, que la majorité des personnes qui apparaissent dans le livre, on parle de plus de 1000 conférences ou réunions ou non, formations qu'ils ont données devant un public à peu près en moyenne, d'autres beaucoup plus que ça. Ce que j'ai aimé, c'est que ça leur a amené le conférencier au niveau de statut humain, dans le sens du monde ordinaire, dans le sens qu'ils ont tous commencé à quelque part. Oui. Je veux dire, à l'exception de peut-être 1 ou 2 qu'eux autres, c'est pratiquement naturel d'être devant le monde, de parler devant le monde, la majorité des gens ont eu à travailler là-dessus. Ce que je ressors beaucoup de ce livre-là, c'est tout le temps l'aspect persévérance. Oui, il y a des cas où tu donnes une conférence devant un public qui est un peu amoché, ça n'arrête pas ta carrière pour autant. Là. Les anecdotes sont intéressantes. Je me suis pris un paquet de notes sur ce que ça m'a amené comme réflexion sur pratiquement chaque intervenant. Puis non, j'ai bien aimé. Pour être honnête avec toi, Yannick, je l'ai lu 3 fois. Là. Oui, bien, mon Dieu, quand tu m'as écrit ça, j'ai dit, il est craqué, le gars, à peu près, je vais le réinviter. Je ne veux pas que ça devienne un job à temps plein, mais ça, ce sont des chroniqueurs qui prennent la fonction au sérieux. Pardon, je repartage la couverture pour une raison, c'est que, vous voyez, là, habituellement, le titre est clair, Le courage de parler en public, c'est aux éditions Un Monde différent. On les remercie, ils nous ont envoyé 2 exemplaires pour qu'on puisse le lire chacun de notre côté. Voyez-vous le nom de l'auteur quelque part? Non. Et ça en dit long sur l'humilité du gars qui ne se met pas nécessairement en avant-plan, mais je veux parler un peu de l'auteur, qui est Stéphane Simard. Stéphane Simard qui est allé chercher, qui est allé probablement interviewer ces gens-là, qui a échangé avec ses conférenciers, ses professionnels de la communication. C'est un conseiller en ressources humaines. C'est un CRHA, le conseiller agréé. Il est diplômé en management et en enseignement. Je souriais quand j'ai vu ce nom-là parce qu'il a publié 6 ouvrages, dont plusieurs best-sellers. Et moi, je l'ai rencontré il y a 10 ans déjà. Je m'en vais à ce moment-là dans un événement où il y a des dizaines d'acheteurs de conférences. Alors, je vais là parce qu'on m'a demandé, on m'a proposé d'aller présenter un extrait de ma conférence, mais j'ai dit, je vais aller voir c'est quoi l'événement avant, puis je viendrai l'an prochain comme participant. Alors, on est assis dans une grande salle, les acheteurs de conférences, là, tu peux avoir du Bell Canada, Hydro, Desjardins, des gens qui veulent acheter des conférences.
et défilent devant nous des conférenciers, conférencières qui présentent un extrait de leur conférence, une espèce de showcase de 10 minutes de c'est quoi. On nous donne un hors-d'œuvre. Et là, les gens prennent des notes en disant ah, j'aimerais ça l'avoir. Alors, je suis assis là, je vois défiler 10 conférenciers, conférencières. Sur les 10, il y en a 8 qui étaient pour moi de mauvais à passable. Il y en avait le 9e correct, je vais lui donner une chance, et le 10e exceptionnel. Et le 10e, c'était Stéphane Simard. Stéphane Simard, qui est un spécialiste en ressources humaines, il venait présenter son livre Génération Y. Comment travailler avec des Y? Et c'est un sujet d'actualité parce que, bon, on a plein de choses péjoratives à dire sur les Y. On se rend compte que les boomers disaient des choses, les mêmes affaires sur les X, etc., d'une génération à l'autre. Mais ce gars-là m'a beaucoup impressionné. Je suis allé le voir à son kiosque après et je pense qu'il avait signé 10 conférences, 10 contrats, ce qui n'était certainement pas le cas des 9 autres qui avaient passé avant lui. Et je m'étais dit, wow, lui, il est d'aplomb, il est tout jeune, mais mon Dieu, qui est charismatique, qui est intéressant, il est préparé. Alors, quand j'ai vu qu'il avait commis ce livre-là sur le courage de parler en public, mais je me suis dit, ah, la bonne personne, c'est pas un imposteur, ce gars-là, et je trouvais l'exercice intéressant. Dis-moi, dans les anecdotes, si on se met à la place, dans toutes ces histoires-là, si on se met à la place de quelqu'un qui est terrorisé à l'idée de parler en public, là, monsieur et madame tout le monde, qui n'a jamais donné de conférence, qu'est-ce que la personne peut retenir de ce livre-là? De lâcher prise. Le but, c'est de lâcher prise, de donner son message. En fait, moi, ce que je disais souvent aux nouveaux qui rentraient dans les Toastmasters, c'est tu ne peux pas te tromper parce qu'on ne sait pas c'est quoi tu vas dire. Okay. On accueille ce que tu vas nous dire, mais puis souvent, quand on commence à avoir donné des formations ou des choses, bien, on ne veut pas sauter d'informations qu'on veut donner. Fait que souvent, on va accrocher sur le listing, puis en fait, c'est plus ou moins important. Mais beaucoup dans ce que j'ai appris, là, c'est vraiment lâcher prise, on ne contrôle pas tout. On n'est pas responsable non plus de l'accueil que les gens vont faire de notre message. Parce qu'on ne sait pas dans quelles conditions ils sont au moment où tu donnes ton message. Il y a plusieurs exemples comme ça. Puis aussi, la grosse affaire, j'ai beaucoup aimé la section de Nabil Doss, où ce qu'il dit, il parle d'un monsieur qui est carrément fermé, que les bras sont tirés, que là, le hamster spin, puis ça ne va pas bien, son affaire, il se questionne, pour finalement, ça va savoir que le monsieur est totalement concentré, totalement enchanté par sa conférence. C'est vraiment drôle que tu me parles de ce cas-là, parce que tu as une vingtaine d'histoires. Moi aussi, j'ai beaucoup accroché à ça. J'ai ri comme un fou parce que, bon, Nabil Doss, on va expliquer aux gens, c'est la voix française de Paramount Pictures au Canada. C'est une sommité qui est à la tête d'associations de conférenciers, entre autres. C'est vraiment un gars qui est connu, mais il raconte cette anecdote très drôle, puis ça fait du bien, cette anecdote-là, où il dit « Je prends la parole, les gens sont réceptifs, il y a un gars au fond de la salle, je sais c'est qui, je sais que c'est une personne importante, mais tout le long, il a les bras croisés pendant toute la conférence. Et à la fin, il va se mettre en file. Les gens se mettent en file pour commenter, pour partager leurs anecdotes. Et ce gars-là est le dernier. Et ça, j'ai ri parce que c'est tout le scénario catastrophe qu'on se fait dans notre tête en disant « Il va venir me dire qu'il a détesté ça, il avait les bras croisés. On se fait un scénario de fin du monde. Et ça, là, ça prouve que même les plus grands conférenciers ne sont pas à l'abri de ça. Puis finalement, le gars lui fait des louanges à propos de sa conférence et j'ai ri parce que j'ai appris une chose comme formateur en communication. Parfois, j'ai dans ma salle des étudiants, on va le dire des ingénieurs en particulier, des gens qui sont très dans leur tête, OK? Et parfois, là, quelqu'un n'a aucune réaction, mais là, tu dis, là, t'en mets, tu transpires, tu veux tellement y en donner, tu dis, il n'aime pas ça, tu fais un scénario. Et c'est les premiers à la fin d'un cours qui viennent te donner la main en disant, ça va changer ma vie, ta formation. Puis là, pourquoi tu ne l'as pas dit à ta face? Et ça, avec l'expérience, on apprend que ce sont souvent des gens qui sont dans leur tête, qui ne veulent pas perdre
une seconde d'information, ils absorbent tout, mais ils sont concentrés, leur non-verbal n'est pas bon, les expressions du visage ne sont pas bonnes, et ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas ça. Mais ça, tant que tu ne le fais pas, et c'est pour ça que quand j'ai lu le témoignage de Nabil Doss, je riais comme un fou en disant j'ai tellement transpiré dans ma vie à cause d'auditoire comme ça ou d'un membre de l'auditoire comme ça. On ne se préoccupe pas de tous ceux qui aiment ça, on se préoccupe de celui qui a l'air de ne pas aimer ça. Oui, puis des fois, on se donne l'objectif de l'ouvrir, puis c'est pas nécessairement évident. Tu sais, comme tu dis, si la personne, elle vient te voir à la fin, elle a semblé fermer tout le temps de ta conférence, de ta prestation, puis elle arrive à la fin, puis qu'il te dit que tu as fait une super bonne job, puis que tu as changé sa vie, ben, tu as focusé sur la mauvaise affaire. Ça, c'est un message qui revient quand même souvent. Tu sais, comme Alain Hanson, si je ne me trompe pas, il dit qu'en France, ben, c'est pas pareil, c'est pas du tout la même chose. Les gens ne réagissent pas pareil. Les gens ont tendance à être très réservés et garder leur expression, leur réalisation beaucoup à la fin. Oui. Une autre affaire que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé la section de Shelley Rose Charvette. OK. J'ai beaucoup aimé son test du macho. Dans tout ce livre-là, c'est la seule qui ne parle pas d'anecdotes comme telle, vraiment, mais qui donne vraiment un guide sur la façon d'aborder quelque chose, sur la façon d'amener un sujet. Un peu pareil comme Jasmin Bergeron, quand il explique que lui, il commençait au début de sa carrière, les Wars, il était tout à la fin, il finissait fort. Oui. Après ça, il a décidé qu'il en mettait un petit peu au début et un peu à la fin. Parce que la première fois qu'il a fait une conférence, qu'il avait tout mis à la fin, il a perdu la moitié de sa salle avant de se rendre à la fin. Exactement. Tu sais, ça, c'est drôle, là. Merci de le partager. Parce que je dis toujours aux gens, aujourd'hui, on a plein de sources de distraction. Hein? Tout le monde a cette bébelle-là dans les mains qu'on appelle un téléphone. On peut être sur Facebook, on peut être ailleurs. Et si vous n'êtes pas bon dès le début, le reste ne donne pas grand-chose parce que les gens vont décrocher rapidement. On est stimulé de tellement de façons différentes. Je leur dis, tu sais, quand tu vas au cinéma, qu'on te montre la bande-annonce d'un film, on te montre les pires bouts du film ou les meilleurs? Mais là, oui, les meilleurs. Tellement que des fois, tu dis qu'il y avait juste la bande-annonce de bonne dans ce film-là, quand tu vas le voir. Alors, il faut capter rapidement l'attention. Puis ça, c'est un bon exemple. Puis Jasmin Bergeron, qui est un conférencier qui est vraiment référé, connu, là. D'ailleurs, il amène un autre sujet aussi, gérer les attentes. Tu sais, arriver de dire, là, lui, à un certain moment donné, il disait, bon, ben, voici comment que la conférence va se passer. Vous allez avoir telle grosse affaire-là, je vais vous parler un peu dans le centre. Puis après, là, il en mettait beaucoup pour s'apercevoir qu'il se disait, il dit, je suis qui pour juger de la qualité du message? C'est la personne qui reçoit qui va juger le message. Ouais. À partir de ce moment-là, il s'est mis à plutôt, je dirais, downsizer les attentes. Arriver et dire, bon, ben, vous êtes 30 dans la salle, vous totalisez 100 années d'expérience au total dans le domaine que je vais vous parler, donc c'est sûr que vous en savez plus que moi. Si je réussis à vous emmener 2-3 affaires intéressantes, j'aurais fait ma job. Puis, à un certain moment donné, dans son choix, il dit, je ne veux pas raconter tous les livres, mais il y a des punchs qui sont quand même le fun. Ah oui, ben oui. C'est qu'il dit, il est devant un groupe, il dit, votre directeur me dit d'être dynamique. Fait que j'ai ajouté 4-5 blagues au travers de ma conférence. Puis il dit après, j'en ai une par minute à peu près. Tu comprends-tu que là, lui est vraiment dans la base que je rends livre plus que ce que le client attend. Il gère les attentes aussi. Oui, exactement. Je pense qu'aussi Alain Sanson disait, il ne faut pas s'attendre à ce que 100% des gens, là, ce soit l'ovation et que tout le monde, et ça, moi, c'est une belle leçon, je l'ai appris comme formateur, c'est oui, il y en a qui capotent sur, mettons, ma formation, on garde le contact pendant des années, d'autres vont chercher 2-3 affaires, sont moins emballés. Garde, c'est correct. Lorsqu'on demande, par exemple, aux gens quels sont les enseignants qui ont marqué ta vie, ben, pour en discuter avec d'anciens collègues de l'école secondaire, moi, il y a une enseignante qui a marqué ma vie, mais elle n'a pas marqué celle des autres. C'est très différent, dépendamment de notre bagage, dépendamment de nos intérêts. Donc, Alain Sanson dit, attendez-vous pas à ce que tout le monde capote nécessairement sur votre conférence, votre présentation. Ce n'est pas si important. Si vous marquez la vie de plusieurs personnes, c'est déjà beaucoup plus également.
Il y a des conseils au-delà de cette philosophie de la façon d'être aussi qui sont pratico-pratiques. Je pense à Patrick Leroux, entre autres. Patrick Leroux, c'est à peu près impossible que vous ne l'ayez pas déjà vu en conférence. Là, mon Dieu, il a tourné un peu partout. Et j'étais content qu'il parle. J'ai dit, bon, ça, c'est un conseil de terrain en disant prendre la parole après un souper bien arrosé. Tout le monde a eu l'apéro, le vin, tout ça. Peut-être pas la meilleure idée. Et ça, il faut avoir animé des vins fromages pour se rendre compte qu'après le deuxième service, il n'y a plus personne qui t'écoute. Alors que vous soyez animateur. Moi, je trouve que ça, c'est pratico-pratique. C'est un bon conseil parce qu'on tombe souvent dans le piège. On veut nous faire passer après le repas. L'attention n'est pas là du tout. Là, donc, ça, je trouvais que c'était très terrain comme conseil. Surtout pour une conférence de 90 minutes, comme qui dit. Non. Garde ça 30 minutes, ça va être bien assez. Exactement. Les gens ne feront pas plus que ça. Attends trop pas avoir une innovation, ils ont hâte de repartir après. Là. Bon, alors ça, j'ai dit, enfin un conseil de terrain. Conseil de terrain. Il y a beaucoup de questions, tu l'as mentionné tantôt dans ce livre-là. Bon, tu as le scénario qu'on se fait dans notre tête, mais beaucoup la façon d'être, ce qu'on dégage, bien au-delà de ce qu'on a à dire, l'espèce de climat qu'on installe, ça, il y a plusieurs témoignages qui parlent de ça aussi. Beaucoup dire être soi, pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Ouais. L'aspect, moi, comme, tu sais, dans ça, dans la capacité de transmettre, il faut y avoir une certaine vulnérabilité aussi. Stéphane Simard en parle. David Bernard, je trouve son épisode, je le trouve bon parce qu'on a tendance à entrer dans un modèle de compétition, où ce qu'on veut se comparer, où ce qu'on rentre en compétition avec d'autres. Ce faisant, on perd souvent notre essence à nous autres. On essaie d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Il faut avoir assez confiance en soi. Il y a beaucoup des petites perles de croissance personnelle dans ce livre-là. Hein. Je pense que pour devenir conférencier, on n'a pas le choix de travailler sur nous. Non. Pour pouvoir vraiment aller dire si on a un message à transmettre qui est important. Effectivement, moi, je pense entre autres à Nicole Simard. Nicole Simard, c'est une ancienne de TVA. C'est quelqu'un que tout le monde a déjà vu à la télé. Moi, dès que j'ai vu ce nom-là dans le livre, je suis allé voir ce passage-là parce que elle, à un moment donné, a quitté la télé, mais a fondé un peu sa propre école ou son entreprise de coaching auprès de gens d'affaires. Puis elle utilise une expression, je pense que c'est les psys qui utilisent ça, de rumination égocentrique. Ça, c'est le terme pour trop penser. À un moment donné, là, livrez ce que vous avez à livrer, mais elle raconte qu'elle arrive dans un événement où il y a d'autres conférenciers, dont Alain Sanson. Puis, Alain Sanson, il a écrit, il doit avoir écrit au-dessus de 100 livres, ce gars-là. Puis c'est un gars qui a beaucoup de millage comme conférencier. Donc, elle se met à penser que hey, là, je prends la parole avec des gens qui sont des sommités, puis là, là, je ne serais pas si bonne que ça. Et cette espèce de discours-là, elle s'en va à la salle de bain, puis elle écrit dans la paume de sa main. Ça, c'est très pratico-pratique aussi. 4 mots: sourire, plaisir, moment présent. Et c'est drôle parce que quand je coach des gens qui vont prendre la parole en public, là, je dis, bon, dessinez-moi un bonhomme sourire en haut de la première page de votre présentation. Puis à un moment donné, un gars qui devait animer un congrès, j'ai dit là, tu es stressé, tu vas écrire « Je profite du moment ». Tu n'en animeras pas d'autres congrès peut-être avant un bon bout de temps. Cette année, c'est ton année. Et quand je suis arrivé au congrès, le gars me montre sa feuille en disant « Garde, savourer le moment ». Et ça, juste de cette petite aide-mémoire, c'est « Hey, ayons du plaisir. » On livre ce qu'on a à livrer, puis ayons du plaisir et ça va transparaître. Et Nicole Simard, c'est un peu ce qu'elle disait, c'est vos pensées vont créer l'univers dans lequel vous allez présenter, vous retrouver. Et ça, les gens le sentent. Oui, je pense que oui. C'est notre état d'esprit, notre état, comment on se sent, je pense que ça vibre beaucoup au travers des présentations qu'on peut faire. Là. Vraiment. Alors, bon, ce qui est intéressant aussi dans la façon dont le livre est monté, c'est que vous pouvez le lire dans l'ordre, dans le désordre. Ouvrez-le au hasard, ça va vous parler ce jour-là. Et à la fin de chaque passage, de chaque témoignage, il y a toujours un encadré qui résume un peu un truc. Et ça, je pense que ça fait du bien de lire ça. Ça fait du bien de voir que des gens hyper professionnels qui ont des milliers de conférences derrière la cravate se sont cassés la gueule aussi. Là, ben oui, ben c'est ça qui est beau à voir. On ne vient pas au monde conférencier. Non, exactement.
C'est ça qui est le fun à voir, de voir comme un gars comme Patrick Leroux, qui est au Hall of Fame, qui est vraiment dans les tops qu'on a au Québec, puis qui va quand même, à vite dire, expérimenter certains inconforts là, de différents, s'il ne se prépare pas comme il faut. Ouais. La base reste quand même la préparation. Là. Je veux dire, c'est Étienne Vendette qui dit la préparation sécurise. C'est vrai. Là. Je veux dire, c'est. Ouais. Ça fait partie de ça. Puis la préparation, je pense, nous permet encore d'être plus soi-même parce que là, à ce moment-là, on maîtrise ce qu'on a présenté. Là. C'est drôle parce que je dois toujours me battre avec cette idée préconçue que si tu te prépares, tu as l'air artificiel. Tu sais, le mythe de l'improvisateur charismatique, je suis obligé sans arrêt de casser ça. Parce que les gens ont vu Barack Obama, ont vu Oprah Winfrey. Je dis, ouais, mais écoute, il y a des milliers d'heures de pratique, de répétition. Et au premier rang des gens les plus préparés, c'est les humoristes. Tu sais, souvent, il y a des gens qui sont déçus de voir que c'est tout écrit à l'avance. Ben oui, c'est écrit à l'avance. Tu sais, parfois, je suis déjà allé à la Place des Arts voir un gala juste pour rire où tu vois le texte de l'animateur défiler sur écran géant. Et là, il y a des gens qui sont déçus de ça. Tu peux pas arriver pas préparé devant 2000 personnes et tu sais, les humoristes répètent, mais nous, on voit le résultat final. On ne voit pas toutes les heures de préparation, les petites salles qu'ils ont faites pour tester du matériel, comment ils en ont jeté à peu près 60% du matériel de départ. T'sais, alors, c'est ça. Ça, on en se bat et j'étais content que certains abordent ce thème-là de tu ne veux pas avoir l'air préparé, prépare-toi encore plus. Tu gagnes en confiance. C'est justement la préparation. C'est ça, la préparation elle donne l'impression de l'improvisation. Oui. Comme tu dis, les humoristes, c'est ça leur force. Là. Effectivement. Autre message dans le livre, c'est que puis je reviens à Nicole Simard qui dit ça fait 45 ans que je fais ça, là, puis je l'enseigne, puis je suis tout le temps en apprentissage. Prendre la parole en public, c'est un apprentissage perpétuel, mais on va, à un moment donné, faire face à un malaise qu'on n'a jamais vécu dans tel événement, on ne s'attend pas à ça. Comment se revirer de bord aussi, comment tourner à notre avantage ces espèces de soit malaise, soit des fois où on s'est planté, mais ça nous sert vraiment de leçon pour la suite. Oui, puis elle en parle, mais Jean-Pierre Lauzier, il parle aussi qu'il a commencé à être vraiment à l'aise et confortable à partir de sa 500e conférence. Ça veut dire qu'il est à l'aise, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui y arrive. Non, effectivement. Il y a encore des inconforts, il y a encore des challenges, il y a une adaptation à faire. Je pense que c'est ça qu'un bon conférencier va développer. Là. Didier Dubois en parle, là, être agile. Pour être agile, il faut être bien préparé. Mais ça fait partie de ça. Là. C'est toujours comme une nouvelle personne qu'on rencontre quand on fait une conférence. C'est jamais le même monde. Non. Ils ne sont jamais au même endroit. Effectivement. Et oui, puis quand tu es bien préparé, c'est que si quelqu'un intervient, s'il y a une interruption, si tu décroches à un moment donné, bien, quand tu es bien préparé, tu sais où raccrocher. Et ça coule bien et ça a l'air tout à fait naturel et improvisé. Alors, puis je dis souvent aux gens, là, allez voir un humoriste à Trois-Rivières, le lendemain, allez le voir à Montréal, puis achetez le DVD du spectacle. La même affaire. Un an après, vous allez voir que l'improvisation, c'est pas ça, mais il y a quelques personnes qui ont ce talent d'improvisateur, c'est une minorité. Mais c'est parce qu'on les regarde. Il y a une émission de télé que j'aime beaucoup aussi, c'est Les Enfants de la télé, où tu vois des vedettes qu'on admire, mais à leur début dans le monde médiatique, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de travail par la suite. Et ça, je trouve que ça fait du bien de dire, OK, il y a une époque où Ricardo n'était pas si bon que ça, là, quand il prenait la parole, ou... dans le monde du sport, je me rappelle de Michel Bergeron, où on voit sa première entrevue quand il est entraîneur des Draveurs de Trois-Rivières, et lui, il regarde l'entrevue et il dit « j'ai rien compris ». Et c'est lui qui parlait. Mais il y a eu des centaines d'heures de pratique par la suite, et il est demeuré quand même authentique. Puis l'authenticité, ça revient beaucoup aussi. Essayez pas d'être quelqu'un d'autre, tu l'as mentionné. Allez-y avec ce que vous êtes. Définitivement. Je ne peux pas être quelqu'un d'autre. Je ne peux pas être Jean-Michel. Je peux pas être. Moi, je ne t'ai pas t'appeler Jean-Michel. Je ne peux pas être Jannick quand je suis Patrice. Puis, de toute façon, mon message ne passera pas.
Il y en a un, je ne me souviens plus duquel, qui disait qu'à un certain moment donné, il faisait une conférence à ses débuts, puis il parlait beaucoup d'un conférencier qui l'avait influencé dans sa conférence. Assez qu'un organisateur lui a dit: pourquoi tu ne nous parles pas plutôt de tes voyages? Que c'est que ça t'a apporté tes voyages en vélo quand tu as pris avec ta famille et avec ta femme, quand vous avez traversé la Chine et le Vietnam? Pourquoi tu ne parles pas de tes enfants? C'est de toi qu'on va entendre parler. Oui, Là. effectivement. Je pense qu'en quelque part, c'est ça que les gens veulent. Si on a quelque chose d'intéressant à dire, les gens veulent entendre la partie qui vient de nous autres, pas la partie qui vient d'un autre. Là. Oui, parce que les autres, on les a vus tourner 1000 fois. Tu sais, j'ai une de mes étudiantes qui est prof de yoga, puis cette semaine, elle a enregistré une conférence. Maintenant, on est en virtuel présentement. Là. Bon, un jour, ça va finir, cette histoire-là, mais là, elle me dit: ouais, mais il y a un tel, une telle qui va aussi présenter ses conférences. Je dis: OK, ce que tu es en train de me dire, c'est que toi, tu vas être la seule que les gens n'ont jamais vue. Tu vas être le vent de fraîcheur, tu vas être vraiment le nouveau discours. Et là, elle me regarde, elle dit: ah ouais, c'est vrai. Ben oui, les autres, on les a vus 100 fois, mais là, toi, tu es la nouvelle, donc tu peux juste surprendre les gens. Tu peux juste les surprendre. Et je me souviens d'un gars qui a suivi ma formation. Le gars est dépisteur dans la Ligue nationale. Et il me dit: je suis allé à l'université, à une université au Nouveau-Brunswick, qui avait un colloque sur les commotions cérébrales. Et il dit: avant moi, c'était des médecins qui passaient en conférence, des chercheurs. Il dit: ouais, j'ai même pas de secondaire 5. Là, et je commençais à stresser. Et je suis arrivé sur scène et je dis: ben écoute, moi, je n'ai pas fait ces études-là. Je vais vous parler de mon expérience. J'ai tant d'années dans la Ligue américaine. Je n'ai jamais eu de commotion. Et là, les gens se regardent, disent non, parce que nous autres, à l'époque, on appelait ça des mal de tête. Et on retournait jouer. Et là, il parle du terrain. Il dit: j'ai été le plus applaudi de la gang, je n'en revenais pas. Oui, parce que c'est très différent de tous les autres qu'ils avaient entendu ce jour-là. C'était moins technique, c'était plus vécu. Terrain, parler de votre vécu, avez-vous quelque chose à dire? Et ça, moi, ça a été, quand il me racontait ça, ça a été une grande leçon. Je dis: ben, c'est exactement ça. Les gens avaient le goût d'entendre autre chose, puis tu es un joueur de hockey, tu n'es pas un chercheur, donc parle de ce que tu es. Et ça revient dans le livre aussi. Essayez pas de... C'est toujours intimidant quand on regarde les autres conférenciers qui ont du succès maintenant, la panoplie de formation ou de réalisation qu'ils ont faites pour se rendre là. C'est sûr que quelqu'un qui veut se lancer ou qui veut devenir conférencier, si on commence à regarder un peu tous les plus, les moins bons, plus de ce qu'ils ont, c'est pas évident. Là. Ça va être. Non. Ça va être plus difficile. Ça nous met dans une position qui n'est pas avantageuse pour nous autres. Voilà. Mais au-delà de vouloir devenir conférencier, les gens peuvent lire ça là, en disant: moi, j'ai une réunion d'employés à diriger. Là. Oui. Et je veux vraiment que les gens retiennent ça parce que le but dans la vie n'est pas de devenir conférencier. Il y en a, tant mieux si c'est ce que vous voulez faire. Au même titre que pendant ma formation, je fais enregistrer aux gens des bulletins de nouvelles, des réclames publicitaires. Le but n'est pas de se ramasser à la radio, mais c'est juste de travailler des aspects comme la couleur dans la voix, comme la vitesse du débit. On se sert d'un média pour ça. On se sert d'extraits de romans, d'extraits de pièces de théâtre. Il y en a dans mes cours qui ont dit: hey, moi, là, on a fait du Cyrano, j'ai le goût d'aller dans une troupe de théâtre amateur, essayez ça. Bien, tant mieux, mais le but n'est pas nécessairement ça. Alors, découragez-vous pas en disant: hey, je ne serai jamais capable parce que les gens qu'on retrouve dans le livre, c'est des professionnels. Oui, mais ils ont donné d'abord une première conférence. Ils se sont cassés la gueule à certains moments. Les gens ne les écoutaient pas, mais ils ont continué aussi. Et vous pouvez appliquer des trucs dans le discours au party de Noël devant vos employés, qui est un cauchemar. Si vous êtes président d'honneur d'un événement, vous avez à prendre la parole dans un banquet une fois. Il y a des trucs là-dedans qui vont vous servir. Définitivement, définitivement. C'est le courage de parler en public, pas le courage de faire une conférence. Là. Non, exactement. C'est bon de le mentionner. Parler en public, c'est vraiment, comme tu dis, ça peut être devant 5 personnes lors d'une réunion. Les réunions, mettons, où je travaillais avant, on avait des réunions de vente. C'est pas tout le monde qui était à l'aise d'arriver et de prendre la parole à l'intérieur de la réunion, même si on était tous des collègues. Si on était une vingtaine, il y en a pour qui c'était un défi plus que d'autres. Oui, effectivement. Je suis content parce que notre employeur, à ce moment-là, nous donnait l'opportunité d'aller au-delà de ça. Fait que j'ai été 10 ans avec eux pratiquement, puis on a pu voir une évolution. À peu près tout le monde a commencé à être beaucoup plus à l'aise à partager ses idées face à tout le monde.
Fait que c'est sûr qu'un livre comme ça, si vous travaillez en entreprise, ben non, même si vous avez une grosse famille, vous mariez votre fille, mettons, Oui, ben, vous pouvez parler devant le monde, puis c'est correct. Soyez vous-même. Ça ne sera pas parfait, puis c'est correct. On n'est pas personne qui est parfait de toute façon. non, voilà. Ben, tu sais, je suis rentré travailler une fois le 27 décembre parce qu'une dame m'appelle en catastrophe. Sa mère est décédée à 85 ans. Le papa écrit un beau texte puis il dit à sa fille, t'es la plus vieille, tu vas lire ça devant tout le monde à l'église. Hey, elle, là. C'était pas son rôle dans la vie faire ça. Donc, je suis rentré entre Noël, jour de l'an, parce que là, on a répété, encore une fois, c'est ça. Et puis, elle était tellement contente d'avoir surmonté cette barrière-là. Et ça, vous voyez-le comme ça, c'est que si vous vous lancez un défi, de prendre la parole devant un public de 3 personnes ou de 300, vous allez être tellement content de l'avoir fait. Vous allez stresser, mais après ça, vous allez dire « Hey, j'ai réussi à le faire ». Les premières 2 minutes qui sont les plus difficiles. Oui, j'ai dit au pire, parler tout seul pendant 2 minutes, vous allez être réchauffé quand vous allez arriver devant le public. Il faut comprendre que la personne qui est en avant, qui parle, c'est la différence du reste du groupe, souvent. Oui. Tous ceux qui sont là, qui écoutent, ils ne voudraient pas être là. Bien, c'est ce que je dis tout le temps à mes étudiants. J'ai dit là, vous mettez des pensées dans la tête des gens comme quoi ils ne vous écouteront pas, ils n'aimeront pas ça. Je dis non, ils ont effectivement une pensée en commun, c'est hey, mon Dieu, qu'elle est bon ou qu'elle est bonne, je ne voudrais pas être à sa place. C'est ça la pensée qu'ils ont en commun. Donc, lancez-vous, au moins vous allez avoir osé le faire. Et tout se prépare. Plus vous êtes préparé, ben, plus vous allez être à l'aise. C'est comme quand vous aviez étudié pour un examen versus vous aviez fait du rattrapage toute une nuit avant l'examen. C'est pas le même état d'esprit quand tu arrives. Le stress n'est pas le même. Alors, quand tu es prêt pour un examen, puis on l'a tous vécu au cégep, au secondaire, ben, l'état d'esprit n'est pas le même. Patrice, ça a été un réel plaisir. Je partage une dernière fois la couverture du livre « Le courage de parler en public ». Vous allez avoir une vingtaine d'histoires inspirantes pour surmonter vos peurs. C'est aux éditions Un monde différent. C'est tout chaud, ça vient de sortir. C'est sorti cette année, alors il n'y a pas tellement longtemps. Merci beaucoup d'avoir lu 3 fois ce livre-là. Je vois que tu as retenu des choses. Merci de m'avoir permis de participer à ça. C'est une belle expérience. Ça fait partie de parler en public, là, ce qu'on fait ce matin. Là. Effectivement, c'est bien le fun. La chaîne YouTube, c'est pour garder le contact avec nos anciennes, puis les faire travailler sur autre chose aussi. Alors, ça, c'est la pandémie qui a amené ça. Comme quoi, ça n'a pas juste eu du mauvais, cette pandémie, mais on a très hâte de retourner devant le public, effectivement. Et on a hâte de serrer des mains. Eh, mon Dieu! Je pense que je vais prendre dans mes bras des gens que je ne connais même pas. Hey, merci beaucoup, Patrice, puis on se donne rendez-vous à une prochaine. Merci beaucoup, Yannick. À bientôt. Merci à vous tous d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.